Ciao. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon franchement, soyons honnêtes, l'école en France c'est vraiment la némésis de tout le monde. Je connais personne qui aime l'école, moi-même j'ai détesté l'école. Toi t'as aimé en Chine? Moi j'adore l'école. On a écrit ensemble un épisode entier sur l'école en Chine, je me suis dit ça va être horrible ce qu'on va raconter aujourd'hui, les Français vont avoir trop peur. Et toi tu me dis que t'as adoré? Pour moi l'école c'est vraiment la meilleure partie de ma vie. Hein. Du coup vous allez regarder la vidéo, vous nous direz à la fin si vous préférez l'école en France ou en Chine. En Chine, l'école c'est du lundi au vendredi, avec parfois le samedi. Des cours qui commencent à 8h et qui terminent vers 17-18h, donc un peu comme en France. Mais parmi toutes les différences qu'il y a, la première qui saute aux yeux c'est évidemment l'uniforme. On connaît en général l'uniforme japonais ou coréen, et on pourrait penser qu'en Chine c'est plus ou moins la même chose. Mais en vérité, pas du tout. L'uniforme scolaire en Chine, c'est littéralement un survêtement de sport complet. J'adore l'école, hein, mais uniforme c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à supporter. C'est quasi obligatoire tous les jours. Après, encore une fois, ça dépend de l'école. Moi, ça va, j'avais de la chance. Mon école primaire, c'est que lundi obligatoire. Après, c'est les événements, il va nous prévenir en avance. Mais à lycée, c'est quasi tous les jours, donc c'est pas très agréable. C'est marrant parce que avant, je pouvais trouver ça un peu ringard, mais aujourd'hui, comme les vêtements sportwear, c'est un peu à la mode. Ah, tu trouves que c'est pas mal? Bah, du coup, je les trouve à la mode aujourd'hui. Oui, mais si c'est la bonne taille, parce que sachant nous, pour économiser comme nous, on grandit, tout le monde grandit vite. Les parents n'ont pas envie de payer 2 uniformes par an. Du coup, quand on passe la commande, par exemple, si je suis un S, ma mère veut bien que commander un L. Comme ça, elle sait au moins 2 ans, on était tranquille. Je me souviens très bien, la première fois, le pantalon, il est jusqu'à là. À l'école primaire, c'est quasiment pareil, avec quand même une petite différence. Les enfants portent déjà le survêtement de sport, mais en plus de celui-ci, ils ont un petit foulard rouge autour du cou. Pour les jeunes écoliers, il représente une forme de rite de passage qui les inscrivent dans l'héritage révolutionnaire de la Chine communiste. Dans l'histoire de la Chine, pourquoi le trabeau et le foulard, ils sont rouges? C'est parce que comme on a tellement combattu, il y a beaucoup de morts, les tissus il est dans le sang. Ok, c'est le sang des révolutionnaires. Oui, voilà. Pour moi, en tant qu'enfant de 8 ans, 9 ans, tu le crois. Le moment où tu prends le foulard rouge, j'ai dit ma mère en fait, je suis pas sûre porter parce que j'ai l'impression que ça pue. Ça paraît glauque pour les enfants. Oui. Mais au-delà de cette histoire de petit foulard rouge, comme on le disait, l'uniforme normal, c'est vraiment le survêtement de sport. Et ça tombe bien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sports obligatoires à l'école. Et ça commence dès le matin, avant 8h, avec de grandes séances collectives où tous les élèves se retrouvent ensemble pour pratiquer une série d'exercices sous forme de chorégraphie. Tout le monde sort en promo, donc on fait la ligne. T'as la personne qui est le leader devant, il va nous un peu orienter comment faire si tu te souviens pas. Durant un moment, ça dure 3-4 ans, on a vraiment la danse. C'est assez robotique avec les mouvements 1, 2, 3, 4 simples, mais c'est vraiment avec la musique de danse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1,
cours. Et si quelqu'un qui a un mouvement mal fait et tout, tu vas bien critiquer par tout ton promo parce que vous avez perdu la place. Donc ça c'est le matin. On a aussi une petite séance pour travailler les yeux. C'est entre 10h et 11h. On a 10 minutes pour faire les exercices pour bien travailler les yeux et tout, pour se détendre. On se reproduit la même chose après-midi entre le deuxième et troisième cours après-midi. Et après aussi, on a encore un même programme de chorégraphie, mais un peu différent, un peu plus court à faire dans la classe après-midi. Ah ok, donc il y a l'exercice le matin et l'exercice l'après-midi. Et d'ailleurs, si vous êtes un gros feignant et que c'est déjà trop pour vous, eh bien sachez qu'en Chine, quand vous êtes écolier, vous aurez forcément le droit à un service militaire obligatoire. Bon ok, là je vous ai montré les images les plus extrêmes pour l'effet de style. Et en général, c'est quand même moins hardcore. Ces entraînements militaires pour les étudiants, c'est aussi et surtout des élèves qui galèrent à marcher au pas.
En revanche, c'est certain, c'est un séjour qui demande un certain investissement physique. Donc ce service militaire obligatoire pour les écoliers, toi tu l'as fait Oui, j'ai fait 3 fois. 3 fois? La seule partie, on peut dire obligatoire, c'est la rentrée à l'université. Normalement, c'est entre 1 semaine et 1 mois, ça dépend de l'école. Après, moi, j'ai eu aussi la rentrée pour le lycée, la rentrée pour le collège. Et donc, on était entraînés par un chef militaire pour faire des gestes un peu comme les militaires. Mais après, j'ai aussi passé 1 semaine dans vraiment une cité militaire qui était loin de la ville. Et surtout, on a fait pour arriver là-bas en randonnée avec tous les valises sur notre dos. Ça veut dire la couette, tous les vêtements changés, les trousses toilettes, les chaussures, les linges et tout. Vraiment sur ton dos. On a marché, je sais pas, entre 15 et 20 km pour arriver à ce camp. Et après, quand on arrive, on se trouve dans le dortoir avec 8 personnes dans la même chambre, sachant comme c'est le début, la rentrée de lycée, le moment où tu connais personne. L'idée, c'est pour se connaître, de discuter avec tes futurs copains. Donc, c'est dur parce qu'on commence l'entraînement très tôt, à 8h, et on termine à 18h pour aller prendre la douche et dîner. Et 22h, on retrouve ensemble. Mais 22h, c'est plus l'entraînement. Après, c'est plutôt on chante, on danse, on fait les connaissances avec le chef. C'est plutôt amusant dans le fait. La journée c'est dur, mais le soir c'est tranquille, c'est le camp de vacances. Et après, bon, mais du coup, il y a beaucoup d'anecdotes. On voit plein de photos sur Internet. C'est que la personne, il change la couleur. Donc, il y a des gens, ils passent en tout blanche à le peau très mat. Et après, comment on transpire beaucoup. Et les chaussures obligatoires, c'est vraiment des chaussures de militaire, donc ils sont pas très confortables du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Le technique aujourd'hui, le circule plus, c'est on va aller acheter les serviettes hygiène de filles. On les met dans les chaussures et comme ça, tu trouves vraiment un confort et une respiration et tout. Voilà. Tout. Oui, j'imagine les garçons ils font pareil. Oui, mais du coup, c'est les garçons qui vont plus aller acheter. Aujourd'hui, tu peux même trouver l'image sur Internet. Tu sais, les supermarchés, ils font publicité. Le meilleur ami pour l'accompagner service militaire. Et en plus de la randonnée, pendant ce séjour, on apprend aux élèves à faire la marche militaire. Et si vous vous demandiez si on manipule des armes à feu, eh bien la réponse est oui. On a vraiment des missions dedans, on apprend les postures. En fait, quand tu le tires, il faut vraiment que tu le colles sur ton épaule. Et si tu fais pas très bien, le moment où tu tires... Tu peux te déboîter l'épaule. Oui, voilà, donc on a souvent des bleus et tout à la sortie. On a 2 émissions à faire. Si en total, tu aurais pas 15 ou 16, t'as pas passé. Ah oui, non seulement on vous apprend à tirer, mais en plus il faut être performant quoi. Oui, oui. Je trouve ça terrifiant. En même temps, ça donne un peu envie quand même. Tous les garçons, ils sont contents comme tout. Hein. Toi, t'as aimé? Moi, j'adore. On peut récupérer, je sais pas. Les douilles. Moi, à la maison, j'ai encore les 2 que j'ai tirés à l'époque. Eh ben écoute, nous on a une journée, une fois dans notre vie à l'école, on va parler avec des militaires et voilà tout ce qu'on fait. L'enseignement. Bon, on est de retour à l'école. Tu peux nous parler un petit peu des matières que vous avez en Chine? On a les classiques, genre chinois, mathématiques, anglais, musique, l'art. Par contre, on a des choses un peu spéciales. On a les cours de cuisine, on a les cours de ménage, on a les cours comment travailler à la maison. Donc, c'est le genre de cours pour apprendre à faire la lessive, couper des légumes, vraiment des basiques. Donc ça, c'est qu'il y a un professeur dans une classe qui vous montre comment faire. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pour apprendre comment vivre. Aujourd'hui, c'est le couture. Demain, ça peut être comment nettoyer la fenêtre. Ça, vous n'avez pas. Non, j'avoue, c'est ce qui m'a manqué sans doute. C'est pour ça que tu sais pas couper certaines choses. Ce sera coupé au montage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enseignement des sciences et des mathématiques sont fortement encouragés dès le début de l'école primaire. C'est des matières qui sont vraiment cruciales. Aujourd'hui, la Chine, je crois, elle est top 1 dans l'enseignement de ces matières-là. Parce que la Chine, durant longtemps, on demande toujours, disant qu'on peut jamais développer la pays sans technologie. Pour ceux qui savent pas, c'est vrai que la Chine avait beaucoup de retard à rattraper et il y avait besoin de le rattraper très rapidement. Et du coup, ils ont boosté le secteur des sciences pour rattraper le retard sur les autres. Parce que le gouvernement a quand même la volonté d'investir énormément dans les secteurs technologiques. Donc c'est super important pour eux qu'en Chine, il y ait énormément de gens qui puissent, qui soient forts en mathématiques, qui soient forts en sciences. Parce qu'ils voudraient simplement inscrire la Chine dans un mouvement de progrès et s'installer sur le plan international. En revanche, il faut quand même préciser qu'il y a un écart significatif entre les écoles urbaines et rurales. Il faut bien comprendre qu'en Chine, le contraste économique entre certaines provinces est énorme. Certaines écoles dans les zones rurales ont souvent très peu de ressources, et les élèves peuvent faire face à des défis supplémentaires en termes d'accès à une éducation de qualité. Dans certaines régions rurales, le taux moyen de déscolarisation dans les lycées est de 43%. Pour encourager les jeunes à continuer leurs études, le gouvernement accorde des points supplémentaires à l'examen final aux étudiants issus de ces régions.
Par contre, c'est vrai que dans certaines régions, les classes peuvent être extrêmement grandes. On a littéralement parfois des classes, tu m'as dit combien d'élèves? Genre de mon époque, quand j'étais à l'école primaire, il y avait 62 personnes. 60. Sur mon texte, j'avais écrit 50 personnes. 50, c'est le standard, c'est même pas genre les promos énormes. Après, en lycée, j'ai passé dans petit promo, on était 46. Je me souviens quand j'étais petite, mais le prof, il crée tout le temps. Parce que sinon, si j'étais tout derrière, j'entends pas autant, surtout les enfants, on aime bien parler. Donc. Et aujourd'hui, comme ma petite cousine, elle est prof aujourd'hui, mais elle a son micro. Mais du coup, pour les élèves aussi, on entend mieux, on va mieux. Le Gaokao et la culture de l'examen. Les examens occupent une grande place dans la société chinoise. On peut presque parler d'une culture de l'examen tellement ceux-ci sont inscrits dans la culture du pays depuis plus d'un millénaire. Dès le début du 7e siècle, pendant la dynastie Tang, le gouvernement met en place des concours qui permettent de désigner les fonctionnaires de l'État. Au début très limité à peu de Chinois, ces concours évoluent pendant la dynastie Song, autour du 11e siècle, suite à une série de réformes en devenant accessibles à une très grande partie de la population chinoise. Désormais, chaque homme, peu importe son origine sociale, pouvait espérer passer ces concours et jouir d'un grand prestige social. Exception faite quand même des esclaves, et puis des femmes aussi, qui eux ne pouvaient pas concourir. Malheureusement, et malgré les ambitions du gouvernement d'instaurer une véritable méritocratie, l'accès à l'éducation de qualité était un facteur limitant. Les familles les plus riches et de statut élevé avaient un meilleur accès à l'éducation et aux ressources que les plus démunis. Quoi qu'il en soit, la Chine a été l'une des premières civilisations à mettre en place des grands examens populaires, et cette culture de l'examen a traversé les siècles et est encore très présente aujourd'hui. Alors le Gaokao, c'est un peu notre bac à nous, il est situé à la fin du lycée et il permet d'accéder à des études supérieures. La différence, c'est qu'il est plus dur que le bac. Beaucoup plus dur. Et qu'il est absolument déterminant pour les Chinois qui veulent continuer leurs études. Parce que dans un pays avec un contraste de richesse aussi important que la Chine, obtenir le Gaokao, c'est l'espoir d'obtenir une place dans une grande université et donc éventuellement d'augmenter son niveau de vie. Parce qu'en effet, pour les élèves issus des milieux les plus défavorisés, c'est vraiment l'espoir d'augmenter leur niveau de vie, et pas seulement pour eux, mais aussi pour leur famille. Ils portent sur leurs épaules les espoirs de leurs parents de pouvoir sortir de la misère et s'élever socialement. Et donc, les élèves qui suivent déjà une préparation intense d'un concours exigeant doivent aussi conjuguer avec l'hyper-compétitivité du système scolaire, mais également avec une pression familiale colossale. En résulte alors pour les élèves un stress énorme. Déjà, en Chine, le Gaokao est différent selon les régions. Comme en France, c'est toujours la même question pour tout le monde, à part les formations un peu différentes. Oui, nous, c'est vraiment à l'échelle nationale, tous les élèves, les mêmes questions. Nous, Gaokao, c'est national, mais national aussi régional. Ça veut dire que Shanghai, ils ont leurs propres questions. À Pékin, tu as aussi des propres questions. Tu as vraiment des niveaux différents parce que c'est pour mettre tout le monde dans le même niveau. Comme l'éducation est un peu différente selon les villes, c'est vraiment les questions, ils sont basées selon les niveaux de la région. Pour retrouver une même base quand on le juge, certaines campagnes avec une éducation limitée, mais les élèves ne peuvent pas avoir une très bonne performance, donc c'est triste pour eux parce que c'est pas leur faute. En fait, pendant le Gaokao, c'est aussi la société qui doit s'adapter. Les entreprises retardent le début de leur journée, les taxis transportent uniquement les étudiants, et la police organise des convois spéciaux pour les bus scolaires. Même le SAMU est présent dans les écoles, démontrant l'importance exceptionnelle de cet examen dans la vie chinoise. Et également, ils vont arrêter de circulation autour de l'école durant l'examen écouté de anglais. Donc c'est-à-dire que pendant l'épreuve, il n'y a aucune voiture qui a le droit de tourner autour de l'école? Ouais, et normalement, tu as beaucoup de parents, ils vont pas travailler, ils vont vraiment attendre les enfants devant l'école. Comme tu as dit, c'est le moment où change la vie pour toute la famille. Mais moi, je sais très bien que quand je suis sortie de mon examen de physique, je sais très bien que j'ai mal fait parce que les questionnaires sont super compliqués. Le moment où je rentre dans l'appartement, j'ai jeté mon sac par terre. J'ai des camarades, ils ont tellement mal fait aussi. C'est une journée, il pleut bien, donc il y a 5-6 garçons, ils ont sorti à courir sous la pluie pour sortir leur colère. Mais c'est vraiment nous, la pression, oui, c'était énorme. C'est aussi pour cette raison-là, tu as une petite cérémonie, entre guillemets, quand on a terminé le dernier examen de Gaokao. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir toute notre colère contre les profs, contre les 3 ans qu'on a passés. Comment on fait? On va déchirer tous les bouquins qu'on a durant ces 3 ans. Tous les questionnaires, tous les bouquins, tous les matos, le support que le prof nous a donné, on le déchirait, on le jetait par la fenêtre. Et les pauvres personnes qui font le ménage ce jour-là... Oui, les pauvres, ouais. Les écoles à Shaolin.
La Chine possède un grand nombre d'écoles spécialisées, notamment pour les sports, les arts et la musique. Ces écoles recrutent des talents dès le plus jeune âge et fournissent une formation intensive dans leur domaine spécialisé. Et parmi ces écoles spéciales, il y a celles qui proposent des programmes d'apprentissage du Kung-Fu. Vous avez sans doute déjà vu ce genre de vidéos impressionnantes, où des milliers d'élèves réalisent des tableaux vivants. Celle-ci montre des élèves étudiants dans les écoles situées autour du monastère de Shaolin, dans le Henan. Ici, l'enseignement se concentre essentiellement sur des arts martiaux traditionnels chinois, en mettant l'accent sur le kung-fu, mais elle propose souvent aussi des cours de mandarin, de calligraphie et d'autres aspects de la culture chinoise. 8 heures par jour, 7 jours sur 7, les enfants qui y étudient y reçoivent un enseignement intensif. Dans ces écoles, les élèves suivent un cursus de 3 ans minimum, mais la majorité des élèves vont poursuivre jusqu'au Gaokao. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs issus de milieux modestes et voient dans ces études la garantie d'un avenir assuré. Une grande partie d'entre eux deviendront d'ailleurs militaires ou policiers. C'est d'ailleurs l'armée et la police qui viennent recruter directement sur place. Pour des individus issus de milieux défavorisés, ce sont des métiers qui garantissent une sécurité pour l'avenir. Si on retrouve des étudiants plus ou moins passionnés d'arts martiaux, qui vont souvent rester dans ces établissements pendant des années, on a aussi d'autres enfants, que des parents envoyés de force pour forger leur caractère, souvent pour un séjour de quelques mois seulement, et à qui ils souhaiteraient apprendre la rigueur et la discipline. Un séjour qui peut devenir un véritable calvaire pour ces jeunes qui sont subitement soumis à une discipline et à un entraînement intensif. On vient de parler de la période la plus stressante, je pense, pour les écoliers chinois, qui est la période du Gaokao. Heureusement, on va partir du principe que les gens l'ont. Et normalement, si tu l'as, tu vas à l'université. Et donc, en principe, normalement, c'est une période un peu plus joyeuse. Comme j'ai dit avant, les Chinois, on apprend, c'est toujours à l'école, on réceptionné. On va pas poser la question, mais dès qu'on rentre à l'université, on va apprendre à commencer à réfléchir. C'est là où on va commencer à juger. On peut dire que c'est le moment où vous commencez à développer votre esprit critique. Oui, t'as même aussi l'union d'étudiants, avec beaucoup de clubs aussi à côté. Vraiment, là, c'est le moment que tu as beaucoup de choix. Tu peux me donner quelques exemples de clubs que vous avez? Moi, j'étais dans le club de cosplay. Ça m'étonne pas. J'étais aussi dans l'union d'étudiants, dans la partie pour les défilés et tout, un peu plus d'art. J'ai des amis qui sont dans le club de tennis et aussi j'ai des amis qui sont dans le club de hip-hop. J'imagine qu'il y a aussi des arts traditionnels chinois peut-être? Oui. Calligraphie, oui, bien sûr. martiaux peut-être? T'as aussi le tai chi, t'as même les danses de dragon, je sais pas comment dire, tu sais, avec la tête dragon, comment tourner le corps, voilà. Un autre point intéressant à l'université, ce sont les cantines. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir à « c'est quoi la Chine ?» Parce que souvent, vu d'ici, c'est un pays qu'on se représente simplement comme une grande civilisation millénaire. Mais la vérité, c'est que la Chine, c'est aussi un ensemble de cultures, avec des centaines de langues parlées, de nombreuses religions pratiquées et autant d'habitudes alimentaires et de régimes différents selon les régions. Le défi pour ces universités, c'est alors de combiner tous ces régimes ensemble pour les étudiants qui viennent des 4 coins du territoire. Moi, je viens de majorité, il y a des gens qui viennent de minorité, ils ont des cultures, les manières de manger, manières de vivre totalement différentes que nous. Mais comme l'école primaire et le collège, c'était à côté de ta région, donc forcément tout le monde sont comme toi. Mais à l'université, c'est vraiment le moment où on va quitter notre région. On peut vraiment quitter très loin. Quand j'étais très loin, j'ai des amis, genre ils ont besoin d'une semaine pour rentrer chez eux, avec tous les transports mélangés, donc vraiment la descente énorme. Forcément, ils ont des manières de vivre, de manger les nourritures totalement différentes. Pour répondre à tout ça, par exemple, moi, j'étais dans le campus tout petit, ça, on a que 3 facs là-bas, mais on a quand même 4 restaurants. Quand je dis 4 restaurants, c'est 4 bâtiments de restaurants. Donc ils essaient vraiment de s'adapter aux cultures de tout le monde, quoi. C'est vrai qu'en France, il y a des gens qui vrillent quand on évoque l'idée qu'on puisse avoir des régimes spéciaux adaptés à d'autres cultures ou d'autres religions. C'est vrai qu'en Chine, c'est un truc normal, en fait. Oui, c'est très normal. Donc nous, en fait, moi, j'adore aller manger dans les restaurants musulmans parce que je trouve que leurs trucs sont trop bons. Et donc moi, on n'a jamais posé la question pourquoi il n'y a pas
là-bas. Ah, c'est intéressant. Dis-nous quelle université t'as fait? Moi, j'ai fait l'université de Donghua à Shanghai dans le partie un peu fashion, hein. Les vêtements. Les vêtements. Oh, par contre, il y a un truc à ajouter peut-être, hein, c'est en Chine, à l'université, on vit ensemble, on vit dans le campus. Ah pas oui. comme en France, il n'y a pas d'histoire à rentrer chez eux. Hein. Donc c'est des pensionnats. Il n'y a Donc, voilà. pas le galère de chercher un logement parce que c'est l'école qui est censée nous donner un logement et on paye vraiment pas cher, 200 € pour l'année. Bah, écoute, c'est très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'école en Chine, parce que c'est vrai que la plupart des gens connaissent un peu l'école au Japon maintenant. La Chine, on pourrait se dire c'est un peu pareil, mais c'est pas tout à fait pareil, il y a des choses un peu pareilles, mais c'est assez différent mine de rien. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on vous dit à très vite, salut! Allez.